Mon frère a vécu secrètement dans mon sous-sol pendant 4 mois, essayant de voler ma maison par le biais des droits des squatteurs. Alors, j'ai tout inondé et les fait arrêter pour vol d'identité. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais très rapidement, si vous aimez ce contenu, appuyez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien fait que tout continue. Plongeons-nous. Message initial. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais je dois me vider le cœur. Je suis James, 29 ans, et ce que j'ai découvert la semaine dernière a complètement changé ma façon de voir la loyauté familiale et les limites personnelles. Mon frère, Michael, 31 ans, et moi avons toujours eu une relation compliquée. En grandissant, il était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents, tandis que j'étais le silencieux qui se concentrait sur mes études et ma carrière. Lorsque nos parents sont décédés il y a 3 ans dans un accident de voiture, ils nous ont laissé des parts égales de leur succession. Mais Michael a dilapidé son héritage en 18 mois dans des entreprises ratées et ce qu'il appelait des investissements qui n'étaient en réalité que des jeux de hasard avec des étapes supplémentaires. J'ai utilisé mon héritage pour verser un acompte sur une maison dans un quartier décent en dehors de Philadelphie. Ce n'est rien d'extraordinaire, un colonial de 3 chambres avec un sous-sol aménagé que j'ai converti en bureau à domicile et en espace de rangement. Le sous-sol a sa propre entrée par le jardin, quelque chose que les anciens propriétaires avaient installé lorsqu'ils envisageaient de le louer. J'avais l'intention de changer les serrures de cette porte, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire. Cette négligence allait me hanter. Il y a 6 mois, Michael est venu me demander un prêt. Il avait été expulsé de son appartement et avait besoin de quelques milliers de dollars pour se remettre sur pied. Je lui avais déjà prêté de l'argent 2 fois auparavant qu'il n'avait jamais remboursé, alors j'ai dit non. Il m'a traité d'égoïste, m'a accusé de thésauriser la mémoire de nos parents et est parti en trombe. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 2 mois après cela. Puis, il y a environ 4 mois, il m'a contacté pour s'excuser. Il a dit qu'il avait trouvé un emploi dans un entrepôt et qu'il logeait chez son ami Tyler pendant qu'il économisait pour son propre logement. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour prendre un café, et les choses semblaient s'améliorer entre nous. Il m'a même aidé à déplacer de vieux meubles au sous-sol un week-end où je redécorais. Je lui ai donné ma clé de rechange ce jour-là en cas d'urgence, une autre décision que j'allais regretter. Mardi dernier, je suis rentré du travail plus tôt avec une migraine. La maison semblait différente d'une manière ou d'une autre, mais je ne pouvais pas dire pourquoi. Alors que je prenais de l'eau dans la cuisine, j'ai entendu quelque chose d'en bas, un son faible comme une porte qui se ferme. Mon sous-sol est directement sous la cuisine, et je connais chaque craquement et chaque gémissement que cette maison fait. Quelqu'un était là. Je me suis dirigé discrètement vers la porte intérieure du sous-sol et j'ai écouté. J'entendais des mouvements, le son distinct de pas sur le tapis que j'avais installé l'année dernière. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais lentement la porte et descendais les escaliers, mon téléphone prêt à appeler le 911. Ce que j'ai trouvé était pire que n'importe quel cambrioleur. Le sous-sol avait été transformé en espace de vie. Un matelas était niché dans le coin derrière le chauffe-eau. Des vêtements pendaient d'une corde à linge improvisée tendue entre des tuyaux. Un mini-réfrigérateur ronronnait contre le mur, branché sur ma prise électrique. Des emballages de nourriture et des boîtes à pizza étaient empilés dans un sac poubelle. L'ordinateur portable de mon frère était ouvert sur une table de camping montrant sa boîte de réception. La salle de bain que j'avais installée pour plus de commodité lorsque je travaillais tard avait clairement été utilisée régulièrement. Ces articles de toilette étaient alignés sur l'évier et des serviettes pendaient de la porte de la douche. Il avait même fait passer un câble Ethernet de mon routeur à l'étage par un petit trou qu'il avait percé dans le plafond. Je suis resté là, choqué, essayant de comprendre ce que je voyais. Puis j'ai entendu la porte extérieure s'ouvrir, et Michael est entré, portant un sac de courses. L'expression sur son visage quand il m'a vu aurait été comique si je n'avais pas été si furieux. « James, tu es rentré tôt », a-t-il dit, comme si c'était parfaitement normal. « Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ?» Il a posé les courses lentement, son expression passant de la surprise à quelque chose de presque défiant. J'avais besoin d'un endroit où rester. Alors, tu as cambriolé mon sous-sol ? Je n'ai pas cambriolé. J'ai une clé.
C'était pour les urgences. C'était une urgence. J'ai perdu mon emploi il y a 3 mois. Tyler m'a mis à la porte. Je n'avais nulle part où aller. Tu vis ici depuis 3 mois? C'est alors qu'il a prononcé les mots qui m'ont glacé le sang. En fait, ça fait 4 mois et selon la loi de Pennsylvanie, après 30 jours, j'ai des droits de locataire. Tu ne peux pas simplement me virer. Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu essaies de revendiquer des droits de squatteur dans ma maison? Cela s'appelle la possession adversative, et j'ai fait des recherches à ce sujet. J'ai reçu du courrier ici. J'ai une preuve de résidence. Tu devrais m'expulser formellement, ce qui pourrait prendre des mois. Il a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran de sites web juridiques. J'ai même fait envoyer mon courrier à mon adresse. Même les factures de service public qu'il avait réussi à obtenir à son nom pour l'unité du sous-sol à mon adresse. Il avait planifié cela. Pars, ai-je dit doucement. J'ai des droits. Pars, ai-je crié. C'est toujours une effraction. Tu as obtenu l'entrée par la tromperie. J'appelle la police. Vas-y, a-t-il dit avec un sourire en coin. Je leur dirai que je suis locataire. Ce sera une affaire civile. Ils ne me retireront pas. J'ai quitté le sous-sol et j'ai appelé mon amie avocate, Patricia. Elle a confirmé mes pires craintes, Michael avait partiellement raison. Bien que sa demande ne soit pas aussi solide qu'il le pensait, le retirer pourrait en effet devenir une longue bataille juridique. La police n'interviendrait probablement pas s'il pouvait prouver qu'il y avait vécu. Je devrais déposer une demande d'expulsion formelle, ce qui en Pennsylvanie nécessite un préavis de 30 jours, et s'il s'y opposait, les procédures judiciaires pourraient traîner pendant des mois. Mais Patricia a également mentionné quelque chose d'intéressant. Les lieux doivent être habitables pour que les droits des locataires s'appliquent. Si l'espace devient inhabitable en raison, par exemple, de problèmes d'entretien ou de problèmes de sécurité, cela change les choses. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon propre frère vivait dans mon sous-sol depuis 4 mois, volant mon électricité, mon eau, mon internet et prévoyant de voler ma propriété par une interprétation tordue des droits des squatteurs. La trahison était profonde, mais plus que cela, je me sentais violée. Il était dans ma maison pendant que je dormais, pendant que j'étais au travail, pendant que j'avais des amis. Il avait écouté mes conversations privées à travers le sol, connaissait mon emploi du temps, mes habitudes. Le lendemain matin, je suis allée travailler comme d'habitude, mais j'ai passé la journée à faire des recherches et à planifier. Michael avait commis une erreur critique. Il avait montré sa main trop tôt. S'il était resté caché pendant toute l'année requise pour la possession adversative en Pennsylvanie, il aurait pu avoir un dossier plus solide. Mais à 4 mois, il n'était qu'un intrus avec des illusions de grandeur. Mise à jour 1, l'inondation. Cela fait une semaine depuis ma découverte, et je voulais informer tous ceux qui suivent cette situation. Après mûre réflexion et consultation avec mon avocat et ma compagnie d'assurance, j'ai exécuté mon plan hier matin. Michael quitte le sous-sol tous les jours de 10h à 14h. Il va à la bibliothèque pour utiliser leurs ordinateurs et maintenir sa mascarade de recherche d'emploi. J'ai pris un jour de congé. À 10h15, après avoir confirmé qu'il était parti, je suis entré dans mon sous-sol avec mes fournitures. D'abord, j'ai tout documenté avec des photos et des vidéos montrant les modifications non autorisées qu'il avait apportées, les trous percés, les branchements électriques illégaux qu'il avait installés. Ensuite, je me suis mis au travail. J'ai coupé l'eau et déconnecté la conduite d'alimentation du chauffe-eau, le laissant se vider sur le sol. J'ai fait en sorte que cela ressemble à une panne catastrophique, le genre qui arrive dans les maisons plus anciennes. L'eau a commencé à s'accumuler immédiatement, trempant le tapis, atteignant son matelas, ses vêtements, tout. En 1 heure, il y avait 5 centimètres d'eau stagnante. Mais les dégâts des eaux seuls ne suffiraient pas. J'avais besoin que l'espace soit véritablement inhabitable. C'est là qu'intervient la phase 2. J'ai acheté plusieurs bouteilles d'un produit chimique de nettoyage spécifique qui, mélangé à de l'eau et laissé reposer, crée un environnement puissant favorisant la moisissure. C'est la même substance que les entrepreneurs peu scrupuleux utilisent pour créer de faux problèmes de moisissure. Je l'ai versé généreusement dans le sous-sol, surtout près de son espace de vie.
Puis j'ai appelé ma compagnie d'assurance pour signaler la panne du chauffe-eau et j'ai programmé un service d'atténuation des dégâts des eaux d'urgence pour cet après-midi-là. J'ai également appelé un inspecteur en moisissure pour le lendemain, sachant ce qu'il trouverait. Lorsque Michael est revenu à 14h30, il a trouvé son appartement du sous-sol inondé, ses affaires trempées et une équipe d'atténuation des dégâts des eaux qui retirait déjà les objets endommagés. L'expression d'horreur sur son visage alors qu'il sortait son matelas gorgé d'eau est quelque chose que je n'oublierai jamais. Que s'est-il passé? A-t-il halté, pataugeant dans l'eau pour essayer de sauver son ordinateur portable? Le chauffe-eau a subi une panne catastrophique, ai-je dit, en lui montrant le bon de travail. La compagnie d'assurance dit que le sous-sol est inhabitable jusqu'à ce qu'il soit complètement assaini. Cela pourrait prendre des mois de travail. C'est du sabotage. Tu as fait ça exprès. Le chef d'équipe a levé les yeux à ce moment-là. Monsieur, suggérez-vous une fraude à l'assurance? Parce que nous documentons tout pour la réclamation, et je peux vous assurer que c'est une panne de chauffe-eau typique. Voyez les motifs de corrosion ici. Michael avait l'air de vouloir discuter, mais que pouvait-il dire? Admettre qu'il y avait vécu illégalement? Prétendre qu'il était locataire dans un espace qui n'était jamais légalement enregistré comme unité de location? L'inspecteur en moisissure est venu le lendemain matin, comme prévu, a trouvé des niveaux de spores élevés qu'il a qualifiés d'inquiétants et potentiellement dangereux. Il a recommandé un assainissement complet, y compris l'élimination de tous les matériaux organiques, le traitement de toutes les surfaces et l'installation de déshumidificateurs commerciaux pendant au moins 6 semaines. Michael a essayé de sauver ce qu'il pouvait, mais entre les dégâts des eaux et la contamination par la moisissure, presque tout était ruiné. Ses vêtements sentaient le mildiou. Ses appareils électroniques étaient morts. Ses papiers importants étaient de la pulpe gorgée d'eau. L'équipe d'assainissement, suivant le protocole standard, a mis tout dans des sacs de matières dangereuses étiquetés contaminés, ne pas ouvrir. Il m'a affronté ce soir-là, debout sur mon porche parce que je ne le laisserai pas entrer. Tu as détruit tout ce que je possède. Le chauffe-eau est tombé en panne. Ces choses arrivent dans les vieilles maisons. C'est pourquoi j'ai une assurance. Je vais te poursuivre en justice. Pourquoi? Des dommages à des articles qui ont été illégalement stockés dans mon sous-sol sans ma connaissance ou mon consentement. Bonne chance avec ça. J'ai des droits de locataire dans une unité de location illégalement enregistrée. Peut-être. Mais tu squattais un espace non enregistré et inhabitable. Mon avocat a déjà déposé une plainte pour intrusion criminelle. La police te contactera. Son visage est devenu pâle. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton frère. Tu as cessé d'être mon frère au moment où tu as décidé de me voler. Tu avais 4 mois pour venir me voir honnêtement, pour demander de l'aide comme une personne décente. Au lieu de cela, tu as choisi de violer ma confiance et ma maison. L'assainissement est en cours. Le sous-sol a été mis à nu jusqu'au béton et au montant. Des déshumidificateurs industriels fonctionnent 24H24 et 7J7 et l'espace est scellé avec des feuilles de plastique marquées d'avertissement de danger biologique. Personne ne peut entrer sans équipement de protection. Même si Michael voulait revenir, il ne le peut légalement pas. La ville a déclaré l'espace inhabitable jusqu'à ce qu'il passe l'inspection. Mon assurance couvre les dégâts des eaux, bien que mes tarifs augmenteront probablement. C'est un petit prix à payer pour ma tranquillité d'esprit et pour me débarrasser d'un parasite qui partageait mon ADN. Mise à jour 2, les conséquences juridiques. Cela fait 3 semaines depuis l'inondation, et la situation a dégénéré d'une manière que je n'avais pas anticipée. Michael a essayé de déposer une plainte auprès de la police, affirmant que je l'avais expulsé illégalement et détruit sa propriété. Cela s'est retourné contre lui de manière spectaculaire. Lorsque les policiers ont enquêté, ils n'ont trouvé aucun contrat de location, aucun enregistrement de paiement de loyer et aucune preuve que le sous-sol ait jamais été une unité de location légale. Ce qu'ils ont trouvé, c'est des preuves d'intrusion criminelle, de vol de services publics et de fraude, ces factures de services publics qu'il avait réussi à obtenir à son nom. Le détective chargé de l'affaire, le détective Rodriguez, était particulièrement intéressé par la façon dont Michael avait réussi à obtenir des comptes de services publics pour une adresse qu'il ne possédait pas. Il s'avère qu'il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale et s'était fait passer pour moi, en créant un compte d'unité séparée.
C'est du vol d'identité, un crime en Pennsylvanie. Michael a été arrêté mardi dernier. Il m'a appelé de prison, me suppliant d'abandonner les charges. Je risque 5 ans, James. C'est insensé. C'était juste un malentendu. Un malentendu. Tu as volé mon identité, cambriolé ma maison et essayé de voler ma propriété. Ce n'est pas un malentendu. C'est une série de crimes. Je suis ton frère. Non, tu es un criminel qui se trouve partager mes parents. Il a été libéré sous caution. Je ne sais pas comment. Et a immédiatement commencé à me harceler. SMS, appels, emails, même se présentant à mon travail. Cela lui a valu une violation d'ordonnance de restriction et une autre arrestation. Il est actuellement de nouveau en liberté sous caution avec la condition qu'il n'ait aucun contact avec moi. L'assainissement du sous-sol est presque terminé. Le problème de moisissure a nécessité des travaux plus étendus que prévu initialement. Imaginez, y compris le remplacement de plusieurs poutres de soutien qui avaient des dégâts des eaux inattendus datant de plusieurs mois, selon l'entrepreneur. Ma compagnie d'assurance était très intéressée par cette découverte, car elle suggérait une utilisation non autorisée à long terme de l'espace. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. L'enquêteur d'assurance a trouvé des preuves que Michael avait en fait géré une entreprise illégale depuis mon sous-sol. Il vendait des articles en ligne en utilisant mon adresse, gérant l'opération depuis le sous-sol. Ils ont trouvé des matériaux d'expédition, des listes d'inventaire et des preuves de transactions en espèces. Il n'a jamais déclaré ce revenu, n'a jamais enregistré l'entreprise, n'a jamais payé d'impôts. L'IRS est maintenant impliqué. Patricia, mon avocate, dit que Michael risque de passer un temps considérable en prison. Entre le vol d'identité, l'évasion fiscale, l'exploitation d'une entreprise illégale et la violation de l'ordonnance de restriction, il pourrait faire face à jusqu'à 15 ans de prison. Le procureur propose un accord de plaidoyer de 3 à 5 ans, mais Michael le refuse, insistant sur le fait qu'il n'a rien fait de mal. L'avocat successoral de mes parents m'a contacté hier. Apparemment, il y avait une clause dans leur testament que ni l'un ni l'autre ne connaissions. Si l'un des bénéficiaires commet un crime contre l'autre, il perd tout droit restant sur la succession. Il y a une petite police d'assurance vie que nous n'avions pas encore réclamée, environ 50 000 $. Elle est maintenant entièrement à moi. Mise à jour 3, la réponse systématique. Un autre mois s'est écoulé, et je voulais fournir ce que j'espère être la dernière mise à jour de cette saga. La rénovation du sous-sol est terminée, mais je ne l'ai pas seulement restaurée. Je l'ai transformée en forteresse. Chaque point d'entrée a maintenant des serrures intelligentes avec des scanners biométriques. Des capteurs de mouvement couvrent chaque mètre carré, connectés à un système qui alerte mon téléphone instantanément. Des caméras enregistrent 24h24 et 7J7 avec une sauvegarde dans le cloud, mais la véritable innovation est le système de détection d'eau. J'ai fait installer des capteurs d'inondation de qualité commerciale dans tout le sous-sol, du type utilisé dans les centres de données. Ils peuvent détecter même une cuillère à soupe d'eau et couper immédiatement l'alimentation principale en eau tout en envoyant des alertes à mon téléphone et à ma compagnie de sécurité. L'ironie ne m'échappe pas. L'inondation simulée que j'ai créée a conduit à un système qui empêche les inondations réelles. Mais je suis allé plus loin. J'ai installé un système de détection chimique qui surveille la qualité de l'air et alerte si des substances inhabituelles sont détectées. Le système de CVC comprend maintenant une filtration de l'air de qualité hospitalière. Le panneau électrique a des interrupteurs individuels pour chaque prise du sous-sol, tous contrôlables depuis mon téléphone. Si quelqu'un essaie un jour de vivre à nouveau dans mon sous-sol, je le saurai dès qu'il branchera un chargeur de téléphone. La situation juridique a progressé de manière prévisible. Michael a accepté l'accord de plaidoyer après que son avocat lui ait expliqué qu'aller en procès entraînerait probablement une peine plus longue. Il purge 3 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle dans 18 mois. L'IRS lui a imposé 45 000 $ d'arriérés d'impôts et de pénalités qu'il devra régler à sa sortie. Mais voici la partie qui montre vraiment à quel point son plan était calculé. Pendant l'enquête, ils ont trouvé un journal dans son unité de stockage. Il planifiait cela depuis plus d'1 an.
Il avait des notes sur les droits des squatteurs dans différents États, des recherches sur la possession adversative et un calendrier détaillé pour l'établissement de la résidence. Ma maison n'était pas sa seule cible. Il avait des plans similaires pour la maison de vacances de notre cousine Jennifer et la propriété locative de notre oncle Robert. Il avait écrit, « James pense qu'il est si intelligent avec son diplôme universitaire et son emploi dans la technologie. Mais je connais la loi mieux que lui. Une fois que j'aurai établi ma résidence, il ne pourra pas me toucher. Dans un an, j'aurai des droits sur le sous-sol. En 7 ans avec la possession adversative, je pourrai en être le propriétaire absolu. Il devra me racheter ou me donner la moitié de la valeur de la maison. Dans tous les cas, je gagne. » Le procureur a utilisé ce journal comme preuve de préméditation, ce qui explique en partie la sévérité de la peine. La juge a qualifié cela de l'une des trahisons de confiance familiale les plus calculées qu'elle ait jamais vues. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Michael en prison. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Il n'était pas désolé. Il était en colère. Il me reprochait d'avoir ruiné sa vie, d'être vindicatif, de choisir la propriété plutôt que la famille. Il a dit que nos parents auraient honte de moi. Il a terminé par « Quand je sortirai, tu le regretteras ». J'ai transmis la lettre au procureur. Faire des menaces depuis la prison est un autre crime. Il fait maintenant face à des accusations supplémentaires. La maison se sent différente maintenant. Plus sûre, mais aussi plus solitaire. J'ai coupé les ponts avec la plupart de ma famille élargie. Beaucoup d'entre eux pensent que je suis allé trop loin, que j'aurais dû simplement aider Michael parce que la famille aide la famille. Ils ne comprennent pas qu'aider l'aurait simplement permis de victimiser quelqu'un d'autre. Ils ne comprennent pas que certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Dernière mise à jour, 2 mois plus tard. Ce sera ma dernière mise à jour sur cette situation. Cela fait 2 mois que Michael est allé en prison, et je voulais partager où en sont les choses maintenant. La situation familiale élargie s'est installée dans une division inconfortable. Ma tante Barbara et mon oncle Thomas m'ont complètement coupé les ponts, me traitant de sans-cœur et de cruel. Mes cousins sont divisés. Jennifer, qui a découvert que Michael avait surveillé sa maison de vacances, est fermement de mon côté. Elle a trouvé des preuves qu'il avait fait des copies de ses clés lors d'une réunion de famille l'année dernière. D'autres maintiennent leur distance, mal à l'aise avec toute la situation. Mais j'ai trouvé un soutien inattendu du réseau juridique de Patricia. Après qu'elle ait partagé mon histoire avec permission lors d'une conférence juridique, j'ai été contactée par 3 autres propriétaires qui avaient rencontré des situations similaires avec des membres de leur famille essayant d'établir des droits de squatteurs. Nous avons formé un groupe de soutien informel, partageant des ressources et des stratégies pour protéger les droits de propriété tout en faisant face aux retombées émotionnelles de la trahison familiale. Le sous-sol a été transformé en quelque chose d'entièrement différent. Là où Michael squattait autrefois, j'ai créé une unité de location légitime, dûment enregistrée, entièrement légale, avec ses propres compteurs de services publics séparés. Je le loue à une jeune enseignante nommée Sarah pour bien en dessous du prix du marché. Elle avait besoin d'un logement abordable et j'avais besoin de récupérer l'espace avec une énergie positive. Le revenu locatif va directement à un fonds d'entretien du système de sécurité. En parlant de sécurité, mon système a déjà prouvé sa valeur. Le mois dernier, il a détecté quelqu'un qui tentait d'accéder à la porte du sous-sol à 3 heures du matin. Les caméras ont montré l'un des anciens amis de Michael, Kevin, essayant d'utiliser une clé, probablement une que Michael avait faite. Le système s'est immédiatement verrouillé. Des lumières ont inondé la zone et une alarme a retenti. Kevin s'est enfui, mais pas avant que les caméras n'aient obtenu des images parfaites de son visage et de sa plaque d'immatriculation. Il fait maintenant face à des accusations de tentative d'effraction. L'impact financier a été important mais gérable. Entre la franchise d'assurance, l'installation du système de sécurité et les frais juridiques, j'ai dépensé environ 30 000 $. Mais les 50 000 $ de la distribution supplémentaire de la succession l'ont largement couvert. J'ai mis le reste dans un fonds de défense juridique, sachant que Michael essaiera probablement de me poursuivre en justice quand il sortira. J'ai aussi découvert quelque chose de troublant.
En regardant d'anciennes images de sécurité d'avant que je sache que Michael était là, je peux voir qu'il avait d'autres personnes. Au moins 3 individus différents ont utilisé le sous-sol quand je n'étais pas à la maison. L'un d'eux photographiait mes documents personnels que j'avais rangés dans des classeurs là-bas. Le vol d'identité n'était peut-être que le début de ce que Michael avait prévu. Mon thérapeute, oui, j'ai commencé à en voir un, m'a aidé à gérer la trahison. Elle a souligné que Michael n'a pas seulement violé mon espace, il a violé mon sentiment de sécurité, de famille et de confiance. La façon systématique dont il a planifié son stratagème montre un niveau de calcul presque sociopathique. Elle m'a aidé à comprendre que me protéger n'était pas cruel. C'était nécessaire. La prison m'a informé que Michael a été placé en isolement après s'être battu avec un autre détenu. Apparemment, il essayait de mettre en place le même stratagème de droit des squatteurs sur la cellule de quelqu'un d'autre. Certaines habitudes ont la vie dure, je suppose. J'ai changé mon testament pour exclure Michael entièrement avec une clause spécifique stipulant que toute contestation du testament entraîne la totalité de la succession à une œuvre de bienfaisance. J'ai également mis en place une fiducie qui garantit que si quelque chose m'arrive, la maison est immédiatement transférée à une organisation à but non lucratif de logement, empêchant tout membre de la famille d'essayer de la réclamer. La semaine dernière, l'entreprise de décontamination de moisissures m'a contacté avec une proposition intéressante. Ils veulent utiliser mon sous-sol comme étude de cas pour leur programme de formation, montrant comment les dégâts des eaux et la moisissure peuvent se développer à partir d'une habitation non autorisée. Ils ont proposé d'installer un équipement de surveillance permanent qui fournira des données en temps réel sur l'humidité, la température et la qualité de l'air. J'ai accepté. Mon sous-sol est maintenant probablement l'espace résidentiel le plus surveillé de Pennsylvanie. J'ai tiré plusieurs leçons précieuses de cette expérience. Premièrement, faire confiance mais vérifier, surtout avec la famille qui a des antécédents de problèmes financiers. Deuxièmement, ne jamais donner de clé de rechange sans changer les serrures par la suite. Troisièmement, documenter tout. Mes photos et vidéos ont été cruciales pour l'affaire juridique. Quatrièmement, ne pas ignorer les signaux d'alarme. L'intérêt de Michael pour mon sous-sol aurait dû sonner l'alarme. Cinquièmement, parfois, se protéger nécessite des actions dures que d'autres ne comprendront pas. La maison me semble à nouveau la mienne. L'anxiété constante des derniers mois s'est estompée. Je dors mieux en sachant que mon système de sécurité veille sur tout. Sarah, ma locataire, a apporté une énergie positive à la propriété. Elle a planté un jardin dans le jardin et fait signe chaque fois qu'elle me voit. Mais le changement le plus important est peut-être en moi. Je ne suis plus la personne silencieuse et passive qui évite les conflits. La trahison de Michael m'a forcé à devenir quelqu'un qui établit des limites et les fait respecter, peu importe qui est de l'autre côté. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de respect, de confiance et d'attention mutuelle. Michael n'a montré aucune de ces choses. J'ai reçu une dernière lettre de Michael par l'intermédiaire de son avocat la semaine dernière. C'était une demande de $500 pour son compte de cantine de prison. J'ai renvoyé une réponse en 2 mots, absolument pas. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Certains membres de la famille devraient rester des étrangers, et certains sous-sols ne devraient jamais être plus que des espaces de rangement. À quiconque est confronté à une situation similaire, documentez tout. Obtenez des conseils juridiques tôt et ne laissez pas les liens familiaux devenir des chaînes qui permettent à d'autres de vous victimiser. Votre maison est votre sanctuaire. Protégez-la, même et surtout de ceux qui partagent votre sang mais pas vos valeurs. L'inondation que j'ai créée a balayé plus que l'occupation illégale de Michael. Elle a balayé ma naïveté à l'égard de la famille. Ma réticence à me défendre et toute obligation restante que je ressentais envers quelqu'un qui me trahirait si froidement. Mon sous-sol est sec maintenant. Ma conscience est claire. Et Michael, il est le problème de quelqu'un d'autre pour les 3 prochaines années. C'est tout ce que j'ai à partager. Merci à tous ceux qui ont offert leur soutien et leurs conseils tout au long de cette épreuve. Protégez vos maisons, faites confiance à votre instinct et ne vous excusez jamais de défendre ce qui est à vous.